Bonjour à tous les deux, Père Hugues de Voilemont, Vincent Limon. L'assemblée plénière qui débutera le mardi 23 mars va se dérouler dans un contexte particulier, celui de la crise sanitaire qui persiste. Père Hugues de Voilemont, vous êtes secrétaire général de la Conférence des évêques de France. Est-ce que vous pouvez nous dire le mode de rencontre qui a été choisi pour cette assemblée plénière de printemps? Les évêques vont se retrouver en assemblée plénière en visio, mais a été décidé que soit présent à Lourdes la présidence, Monseigneur Molin Beaufort accompagné des deux vice-présidents, ainsi que les archevêques, pour manifester l'importance d'être en présence, mais aussi un signe fort pour les sanctuaires de Lourdes, puisque juste après l'assemblée plénière, les pèlerinages vont reprendre. Et puis tous les autres participants de cette assemblée seront en visio, que ce soit les évêques ou les autres participants. L'assemblée plénière de printemps, elle va démarrer par une journée et demie en présence d'environ 200 invités diocésains en visio. Donc, Vincent Limon, vous êtes secrétaire général adjoint de la Conférence des évêques de France et porte-parole, directeur de la communication. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste cette séquence qui s'intitule cette fois-ci « Produire et créer, quelle empreinte ?» Un petit rappel historique, les évêques se sont lancés en novembre 19 lors d'une assemblée plénière dans une grande séquence qui doit durer au moins 3 ans, qui les porte dans une démarche collégiale mais aussi individuelle dans leur diocèse sur l'écologie intégrale. Et donc cette démarche d'assemblée plénière en assemblée plénière aborde ce grand thème de l'écologie intégrale sous divers thèmes. Avec les conditions sanitaires que nous connaissons, malheureusement, les assemblées plénières peuvent se tenir un peu difficilement, ce qui fait qu'après la première assemblée plénière en novembre 19, où le thème général a été abordé, nous avons connu en novembre 20, c'est-à-dire il y a maintenant 6 mois, une assemblée plénière sur le thème cultiver la terre et se nourrir, donc on était plutôt dans le rural et l'agricole, et cette année, donc ce mois-ci, en mars 2021, les évêques et leurs invités se retrouvent autour du thème produire et créer, quelle empreinte? Point d'interrogation. Donc vraiment, la question qui est posée, vous voyez, on est plus autour de la question économique, la question, pourquoi pas industrielle, la question de la production. Qu'est-ce que les hommes, depuis qu'ils sont là, sur Terre, créent? Quelle empreinte ils laissent? Est-ce que c'est forcément négatif? Vous voyez, toutes ces questions, on va aborder beaucoup de points, sur un plan d'abord théologique et philosophique, puis le plan économique sera plus particulièrement traité, avec des invités qui donneront des conférences, qui seront d'ailleurs publiques, on va y revenir. Et puis, les évêques et leurs invités seront invités à se retrouver en petits groupes, comme d'habitude, oserais-je dire, pour travailler à cette question. La conséquence attendue de cette journée et demie, c'est que, une fois que la réflexion a été portée, que le travail a été fourni, les choses puissent trouver un prolongement dans les diocèses, avec les différents groupes concernés, mais aussi dans les paroisses, dans les communautés, pas forcément directement concernés par cette question, mais qui peuvent trouver un impact dans leur pastorale quotidienne, on va dire, sur ce sujet. Donc voilà, l'ambition, elle est là, c'est à partir de Lourdes, entre guillemets, à partir de cette réflexion, eh bien, c'est qu'il y a une infusion de ce sujet dans toute l'Église. Donc les évêques sont à l'origine, avec leurs invités, de ce nouveau travail. Les évêques vont parler d'écologie intégrale, mais pas que. 4 autres grands dossiers sont également à l'ordre du jour du travail des évêques. La ratio, la réforme de la CEF, l'état des finances de l'Église et la lutte contre les abus. Alors tout d'abord, un travail sur la ratio, Père Hugues de Voilemont. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? En effet, en 2016, Rome, la Congrégation pour le clergé, a publié un texte pour l'ensemble du monde sur la formation des séminaristes. Et dans ce texte, il y a l'importance donc de la formation des séminaristes, mais aussi de la formation permanente des prêtres. Et ce texte, envoyé par Rome au monde entier, chaque conférence épiscopale est invitée à en faire une traduction, une forme d'adaptation dans le pays. Ce travail-là donc, a été commencé depuis 2016 par la Conférence des évêques, et à cette assemblée doit être présentée une version pour qu'elle soit proposée au vote des évêques. Un texte donc important pour la formation des séminaristes et au sujet aussi de la formation permanente des prêtres. Pourquoi un texte nouveau? C'est parce qu'évidemment, par rapport au précédent, il y a besoin de s'interroger sur le contexte actuel
et des besoins plus particuliers de la formation des séminaristes, mais aussi des besoins de formation pour les prêtres. À l'ordre du jour, les finances de l'Église. Vincent Némon, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi va consister ce point? Depuis plusieurs assemblées plénières, il est fait un point sur l'état des finances de l'Église en France. Alors à la fois l'état des finances de chaque diocèse, globalisé, donc avec un état des lieux qui est rendu aux évêques, mais aussi l'état des finances de la conférence en tant que structure nationale. Donc ce point est assez traditionnel. Il ne vous a pas échappé que dans le contexte où nous sommes, avec une pratique moins facile, c'est le moins qu'on puisse dire, nous savons que les ressources ont été bousculées pendant l'année 2020 et elles continuent à l'être. Donc il y a aussi un point particulier sur cette question des ressources, sur les questions comme le denier a-t-il compensé la quête, par exemple. Donc ce sont des questions qui sont intéressantes et importantes à aborder collégialement, encore une fois, parce qu'il peut y avoir à ces questions des réponses collectives. Les évêques de France ont décidé, il y a quelques années, de lancer, par exemple, une campagne du denier qui soit une proposition nationale. 70 diocèses s'y mettent en ce moment même. Donc on voit bien qu'il y a à ces questions nouvelles et à ces questions urgentes, ces questions du moment, des réponses nouvelles. Donc c'est important que les évêques puissent se saisir de ce sujet. Et puis, aussi depuis maintenant 3 ans, un travail prospectif sur les finances est engagé avec chacun des diocèses, et donc il est important que cette prospective puisse être présentée, éventuellement qu'elle donne lieu à des décisions. Et évidemment, la prospective qui a été prévue il y a 1 an, elle souffre forcément de modifications qui seront aussi présentées aux évêques lors de cette séquence. Troisième grand dossier de cette semaine, la réforme de la CEF. Père Hugues de Voilemont, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur les évolutions envisagées, sur ce qu'il se prépare pour la CEF? En effet, il y a une réflexion qui a repris sur une réforme des structures de la conférence des évêques, aussi bien des conseils, des commissions des évêques, mais aussi des services nationaux. La question, c'est de quoi avons-nous besoin pour répondre aux besoins d'aujourd'hui, aux besoins de l'Église, mais aussi aux besoins de la société. Ici, les instances nationales répondent à plusieurs besoins, d'être au service des diocèses, d'être au service des réseaux dans les diocèses, d'être aussi une représentation nationale d'un certain nombre de réalités de l'Église de France, et de pouvoir aussi être attentif à des besoins nouveaux et de pouvoir y répondre. Une précédente projet de réforme avait été proposé en 2018 et ce sujet aujourd'hui est repris pour que, à cette assemblée, la présidence et le secrétariat général puissent dire ce qu'ils proposent aux évêques comme travail sur cette réforme pour toujours mieux entendre et répondre aux besoins d'aujourd'hui, pour évidemment que l'Église en France puisse toujours mieux répondre à l'invitation de son Seigneur à annoncer le Christ et à évangéliser. Les évêques aborderont une nouvelle fois la question de la lutte contre les abus. Vincent Némon, que va-t-il se passer sur ce sujet? Alors, c'est un sujet qui n'est pas sans lien avec le précédent. Quand on parle de réforme, il y a aussi cette adaptation que l'Église doit vivre aujourd'hui aux nouveaux besoins et aux nouvelles attentes. Il n'y a échappé à personne que ce sujet grave est au cœur des débats dans l'Église et même plus largement dans la société depuis plusieurs années particulièrement, même si depuis plus de 20 ans, l'Église catholique, d'une manière ou d'une autre, quelquefois critiquable, se préoccupe de ce sujet. Donc, depuis 2016, ce sujet est vraiment très prégnant au sein de l'Église et dans les préoccupations des évêques. Depuis 2018, une étape importante avait été lancée, 4 groupes de travail portant sur différents thèmes, des groupes de travail emmenés par des évêques, mais réunissant aussi des personnes expertes sur ces sujets, des groupes de travail fréquentant aussi régulièrement, étant régulièrement donc confrontés à la vie de personnes victimes, de manière à pouvoir aussi valider leur cheminement. Ils portaient pour mémoire sur 4 grands sujets, tous liés entre eux: le sujet de la mémoire, le sujet mémoriel, le sujet de la dimension financière éventuellement attachée à cette question de la réparation, le sujet de l'accompagnement des personnes coupables, ça c'est un sujet qui est important parce qu'il est peut-être quelquefois un peu oublié, et puis enfin le vaste sujet de la prévention. Autant dire que sur certains de ces grands thèmes, nous n'avons pas rien fait bien sûr depuis des années, mais là il s'agit
à cette assemblée plénière de discuter encore entre eux, les évêques doivent encore le faire comme ils l'ont fait lors de l'assemblée plénière extraordinaire, afin de, on va dire, clôturer cette première grande phase de travail avec des décisions qui seront prises sous forme de résolutions sans doute et qui permettront d'entrer dans une nouvelle ère pour l'Église en France, une nouvelle ère qui sera structurée selon ces 4 sujets. Donc c'est une étape très importante qui va être sans doute franchie. Encore une fois, nous sommes dans une incertitude de la manière dont elle sera franchie parce qu'il faut encore préserver du dialogue entre les évêques, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de choses à régler, on va dire, sur ces grands sujets. Et puis, ces sujets, ces résolutions, donc, qui vont être le fruit de ces réflexions, seront soumises au vote. Et aujourd'hui, il n'est pas possible de dire ce que les évêques vont décider. Bien heureusement, ces votes seront réels et décisifs. Je dois dire aussi que les évêques vont réfléchir pendant cette assemblée plénière à la manière dont l'Église en France, et la société d'ailleurs, peut recevoir le mieux possible le rapport qui a été commandé à la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, la SIAZ, la commission présidée par Jean-Marc Sauvé. Comment est-ce qu'on peut le mieux possible recevoir ce rapport? Il ne s'agit pas seulement de savoir quelle cérémonie on va faire, mais comment est-ce qu'on va pouvoir intégrer les conclusions de ce rapport qui a été demandé par les évêques, je le rappelle, ce rapport Sauvé, le rapport de la commission. Comment est-ce qu'on pourra au mieux intégrer ces conclusions dans l'ensemble des décisions et des axes qui seront suivis par les évêques et l'ensemble des fidèles. C'est très important cette dimension. Ce ne sont pas que les évêques seuls qui décident quelque chose. Il faut que ces décisions soient comprises, diffusées, comprises et suscitent l'adhésion de l'ensemble du peuple de Dieu, c'est-à-dire de l'ensemble de l'Église. Voilà, on est dans l'esprit de cette lettre que le pape François avait écrite en août 2018 sur le fait que ce sujet concerne l'ensemble du peuple de Dieu et pas seulement ses responsables. Voilà. Donc je pense que c'est une étape importante. Nous sommes dans une heureuse incertitude quant à son issue parce que justement il y a encore cette phase de débat. Au passage, c'est ça aussi qui explique que cette assemblée plénière sera, pour ces sujets-là en tout cas, à huis clos, de manière à ce que la liberté soit la plus grande possible donnée à nos évêques pour vraiment creuser, discuter une ultime fois, on va dire, pour clôturer cette première phase. Alors le mot de la fin, on voit le mot sur le discours de clôture qui viendra achever les travaux des évêques. Quand, où et comment? Alors, le discours de clôture sera donné par le président de la conférence, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, le vendredi 26 mars à 10h45. Et vous êtes invité à le suivre en direct sur la chaîne KTO. C'est l'occasion pour le président de ressaisir le chemin qui a été fait pendant l'Assemblée avec les évêques et avec les autres invités, particulièrement pour la partie d'écologie intégrale. C'est une manière de ressaisir les sujets, d'ouvrir aux étapes qui suivront cette assemblée plénière. Et évidemment, nous vous proposons de prier pendant ces jours-ci d'assemblée plénière pour le travail des évêques, pour qu'ils puissent vraiment se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint. Retrouvez-nous toute la semaine sur les réseaux sociaux, mardi et mercredi matin sur la chaîne YouTube du webzine Tout est lié, et le reste de la semaine, bien entendu, sur les comptes Église Catho, Twitter, Instagram et Facebook, et le site église.catholique.fr.